Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire le bilan de février. Petit mois, pas forcément moins de lecture, mais surtout de belles découvertes. Quelques déceptions aussi évidemment. On va commencer tout de suite avec les lectures 3 étoiles, et il y en a pas mal mine de rien. En premier, Pour toujours de Judy Blume, une réédition d'un roman paru dans les années 80, plutôt jeunesse, qui au départ partait plutôt bien. Ça raconte le premier amour adolescent de deux adolescents américains dans les années 80, donc faut aussi imaginer l'époque, ça parle pas mal de contraception, de désir, etc. Donc c'est assez intéressant de revoir aussi les préoccupations de l'époque. Et on s'attache à ce premier amour, à leur manière de découvrir leur corps, leurs envies, et puis surtout leur futur, parce que ils sont à la fin du lycée, donc il y a la question de l'université. Et en fait, sur les derniers chapitres, la fin arrive un peu comme ça, et on quitte nos personnages d'un coup, et vraiment ça m'a laissé un goût de tout ça pour ça, ou en tout cas de déception, je l'avoue, d'amertume, qui fait que ça m'a vraiment gâché le reste de ma lecture. C'est voilà, on prend tout le temps d'expliciter leur relation et pouf, ça s'arrête un peu comme ça et fin de l'histoire et voilà. Bon, vraiment dommage. J'aurais aimé quelque chose qu'on puisse quitter nos personnages autrement, mais c'est comme ça. Leçon particulière de Sulmi Bak, un thriller coréen un peu phénomène qui avait de bonnes idées, puisqu'on est sur un polar épistolaire, écrit en 4 parties, donc soit des lettres, enfin une longue lettre, soit des extraits de journal intime. Et en fait, on va découvrir une histoire plus complexe qu'il en a l'air, évidemment, aux côtés d'une prof particulière qui va expliquer pourquoi est-ce qu'elle est devenue prof particulière de cette famille spécifiquement. Et en fait, donc c'est une histoire de vengeance, donc on va découvrir pourquoi. Et en fait, on va ensuite avoir la réponse d'autres personnages. Et en fait, chaque personne croit quelque chose qui, au final, n'est pas ce qu'elle croit. Et ça aurait pu être vraiment bien, vraiment addictif. Mais, pour moi, il y avait trop de rebondissements peut-être, ou en tout cas trop de trucs un peu sortis de nulle part qui peut un peu tout justifier, et c'était un peu too much de vous croyez que vous étiez responsable de ça, mais en fait c'est moi qui ai fait en sorte que vous fassiez ça, et c'est comme ça tout le temps, et c'est un peu usant en fait. Enfin personnellement j'ai trouvé ça usant, et en plus il y a toujours cette problématique, bon ça je sais que c'est très personnel, de l'écriture coréenne, qui fait que pourtant ça parle de choses de haine, de jalousie, de ressentiment, de sentiments forts, et il y a une écriture très distanciée qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment s'émouvoir, partager cette colère ressentie par les personnages, cette tristesse, ce désemparement, et du coup toute la partie émotionnelle du bouquin, qui est pourtant centrale, est dite comme ça, comme quelque chose d'assez banal. Enfin, c'est très difficile à expliquer, mais ça fait que je m'y intéresse d'autant moins en fait aux personnages et à l'intrigue. Je mets aussi un gros trigger warning qui m'a choquée, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'étais quand même très dérangée. Il y a énormément de violence et de torture sur les animaux, avec des scènes très explicites et qui reviennent souvent. Donc je préfère le dire, si on n'aime pas ce genre de bouquin, là vraiment faut pas le lire. Les épreuves de la Reine Soleil de Nisha J. Tully, la romantasy. Et je sais pas, j'avais espoir que ce soit une romantasy qui me plaise, que j'ai pas encore cette sensation de déjà-vu. Et ça a été exactement tout ce que je déteste en romantasy. C'est-à-dire une héroïne soi-disant badass, qui a vécu le pire, mais qui a un bon cœur et qui a un bon fond, et qui prend des décisions complètement débiles, parce qu'à un moment elle veut réussir les épreuves pour gagner du pouvoir. Et dès que le roi arrive avec ses beaux pectoraux et sa belle gueule, c'est oulala, finalement autant profiter de la vie. Ok. Moi ça marche pas. L'univers... Franchement, il y a une vibe à Cotard, donc un palais d'épines et de roses, je suis désolée, mais voilà, le roi beau, un peu le premier love interest, qui finalement est peut-être pas si bien que ça, et un prince un peu sombre qui débarque à la fin. Ceux qui ont lu à Cotard, genre, bon, voilà. Et puis, enfin voilà, c'est juste, pour moi, c'est juste un sentiment de déjà-vu, on a changé un peu les persos, les noms, machin, et il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est pourtant le principe des épreuves mortelles aurait pu être sympathique, mais pas assez original, ni dans la construction, ni dans les personnages, ni dans la romance, ni... Enfin voilà, bref. Ça plaira à sûrement les gens qui aiment ce genre de roman. Moi j'avoue que je cherche autre chose maintenant dans la romantasy, et donc voilà. Mordred de Justine Niogré, pourtant ça avait tout pour me plaire, et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi ça n'a pas pris plus que ça. C'est un très court roman sur la mythologie arthurienne, et notamment sur le personnage de Mordred, neveu du roi Arthur, et fils de Morgause. On le découvre au début du roman blessé, gravement, avec des douleurs
qui fait qu'il ne peut plus être le chevalier qu'il était. Il passe son temps à souffrir, à dormir et surtout à cauchemarder, rêver. Et en fait, voilà, on va revenir à chaque fois dans son passé, différents éléments clés de son passé, son enfance avec sa mère, le moment où il a été pris par Arthur pour devenir chevalier, son adoubement, ses premières épreuves en tant que chevalier, la guerre, etc. Et on alterne comme ça le présent où il est blessé et ses réminiscences du passé, jusqu'à ce que le destin vienne réclamer son dû. C'est difficile d'en parler parce que vu que c'est très court, sinon je spoil très vite l'histoire. La plume est très belle, mais c'était peut-être pour moi, je sais pas, peut-être trop contemplatif ou trop... peut-être qu'on met vraiment du temps à comprendre où va l'histoire et quel est l'intérêt du roman. C'est peut-être ça qui m'a un peu gênée. Et du coup, on termine l'histoire genre, bon, ok, bah c'était très beau, c'est vrai, très bien écrit, mais ça ne m'a pas laissé voilà, une sensation marquante à la fin de la lecture. Une lecture 3,5 étoiles, parce que c'est vraiment très difficile de noter ce roman. Les Sentiers de recouvrance d'Émilie Kerbalek, on est sur du roman d'anticipation, plein d'espoir, malgré un climat, en fait on est en 2035, l'Europe est ravagée par la sécheresse, le réchauffement climatique, voilà, les villes sont vidées, le monde a complètement changé. Et on va suivre deux adolescents qui n'ont rien à voir, qui vont errer sur les routes de France et d'Espagne pour fuir quelque chose. Et on va découvrir qu'en fait voilà, ils vont vers un lieu très spécifique qui lui est porteur d'espoir et de guérison. L'autrice s'est énormément documentée, aussi bien sur les questions écologiques, etc., que sur les solutions concrètes, réelles, qui sont possibles, que ce soit en termes d'énergie, de navigation, de transport, d'alimentation, de santé mentale aussi, puisqu'il y a tout un point très intéressant sur la guérison d'un point de vue émotionnel et mental. Mais honnêtement, la toute première moitié du roman, je me suis un peu ennuyée, et c'est que la deuxième partie du roman, on comprend enfin pourquoi la première partie du roman, que je me suis vraiment intéressée et que j'ai vraiment compris où on allait et l'intérêt du roman. Mais du coup, une moitié sur deux, c'est trop long pour moi. En fait, c'est assez étrange parce que je pense que c'est très important de parler de ces sujets-là, l'urgence climatique, l'urgence écologique, avec pourtant un côté pas utopique, mais en tout cas de l'espoir, un peu solarpunk peut-être. Mais j'ai trouvé la manière de faire peut-être un tout petit peu trop parfois. Voilà, on amène tout un tas de connaissances d'un coup, d'informations d'un coup, et ça nous fait sortir un peu du côté romancé. Je pense que j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus de subtilité. Néanmoins, voilà, je tiens à mettre en avant ce genre d'ouvrage parce que c'est vraiment important et que je me dis que c'est toujours intéressant de soutenir l'imaginaire français d'autant plus et sur des sujets qui nous touchent là, dès maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une note un peu étrange parce que j'ai pas spécialement aimé ma lecture, mais je soutiens tout à fait le sujet et en tout cas les informations que l'autrice a pris le temps de collecter et de mettre en forme. Lecture 4 étoiles, La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott, un roman assez épais, avec une plume magnifique. J'ai mis du temps à le lire, alors que pourtant c'était génial, c'est sombre, parfois un peu horrifique. En fait, franchement, c'est génial. J'en parle d'ailleurs dans mon autre vidéo sur le folklore, puisqu'on s'inspire du mythe de Baba Yaga. Et c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont partir à l'aventure, poursuivis par un homme fumé ombre très étrange, et qui vont... se découvrir eux-mêmes, recréer quelque chose, mais surtout se rendre compte de l'importance de la mémoire, puisque ils sont issus de familles juives russes qui ont été génocidées dans les pogroms en Russie dans les années 20. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de très historique et de très émouvant, vraiment. On termine le roman avec énormément d'émotions. Donc là, c'est beau, c'est intelligent, c'est complexe, mais c'est vrai que c'est peut-être pas un livre toujours très accessible, en tout cas, qui demande du temps, et c'est peut-être juste ça qui, moi, fait que je n'ai pas eu un énorme coup de cœur, même si franchement c'est un roman excellent. Untamed Heart de Gemma Moore, lu en VO anglaise, une romance cow-boy. Je vais aller très vite sur le sujet parce que c'est juste que c'est mon petit péché mignon, je l'avoue. Même si rien ne vaut Done and Dusty de Lila Sage. C'est vraiment une romance qui a eu tout ce que je veux, enfin tout ce que j'attends d'une romance cow-boy, c'est-à-dire le côté petite ville, de l'émotion, un peu de spicy mais vraiment pas beaucoup, et ça c'est plutôt cool. Une relation bienveillante, des rebondissements. Voilà, les décors absolument incroyables, des grands espaces américains. Enfin, voilà, c'est une lecture plaisir, c'est bien amené, ça correspond tout à fait au genre. Pas forcément révolutionnaire, mais en tout cas, ça a répondu à mes attentes, et c'est aussi ce que je demande à certains romans. The Fiancé Dilemma de Helena Armas, une autrice que j'adore, et donc qui est le tome 2, même si c'est un tome compagnon, puisque nous retournons à Green Oak après The Long Game.
Et cette fois-ci, nous suivons l'histoire de Josie et Matthew. Donc Josie, la mère de Greenhawk, et la sœur d'Adaline, l'héroïne du premier tome, et Matthew, le meilleur ami d'Adaline, qui débarque à Greenhawk après avoir été lâchement viré, et qui se retrouve pris dans un fake dating un peu improbable avec Josie, puisque celle-ci est elle aussi sous le feu des projecteurs à cause de son père, et elle a une sorte de malédiction, en tout cas une sale réputation, puisque elle a été 4 fois fiancée et à chaque fois a fui le mariage, soit avant, soit le jour J. Et ça, évidemment, pour les tabloïds et les journaux, c'est une histoire incroyable. Et donc voilà, son passé, son histoire va être passée au crible. Et donc sa seule solution pour calmer un peu le jeu médiatique, c'est de faire semblant d'être fiancée et d'aller jusqu'au bout. Elena Armas, comme d'habitude, sait écrire des scènes de smut incroyables et pas toujours celles que l'on croit. Il y a une scène de sexe téléphonique, mon dieu, ça donne vraiment chaud, mais toujours aussi bienveillant, avec des personnages voilà, qui sont pas exempts de défauts, mais qui communiquent, en tout cas essayent, même si la base du fake dating c'est un peu un manque de communication et de mensonges. Mais voilà, c'est une très bonne lecture. J'ai préféré The Long Game parce que je pense que j'ai préféré les personnages d'Adaline et Cameron, mais ça reste une excellente lecture de la part d'Elena Armas, et j'ai hâte de lire ses prochains romans. On termine les 4 étoiles avec Cucu de Camille Emmanuel, un court roman très déjanté, très drôle, et que j'ai beaucoup aimé parce que ça pose des questions et ça interroge notre rapport à la romance, aux relations amoureuses et surtout à la dark romance, le phénomène sur lequel j'ai un avis assez tranché. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est pas forcément à charge contre la dark romance, même si voilà. Ça reprend vraiment tous les éléments de débat liés à ce genre, avec évidemment les détracteurs, mais il y a aussi parfois des réflexions intéressantes sur pourquoi ce genre fonctionne aussi bien, qu'est-ce que le public trouve dedans, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Après ça reste une comédie romantique un peu faux-folle, voilà, d'une prof de français qui écrit des romances érotiques et qu'on force à écrire de la dark romance, sauf qu'elle ne le veut pas pour des raisons féministes, jusqu'à ce que son héros prenne vie dans son salon, voilà, un mâle alpha avec des tablettes de chocolat, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant et bien amené, c'est qu'en fait, elle va, mine de rien, malgré tout ce qu'elle dit, qu'elle est au-delà de ça, elle va quand même être confrontée à son désir, sa vision de la relation amoureuse, à sa vision de tout ce qu'elle croit et de tout ce qu'elle est. Et du coup, c'est vraiment intéressant. J'ai été un tout petit peu lassée par le côté très what the fuck truculent du bouquin, ça part vraiment dans tous les sens. Je trouvais qu'à la fin, pour moi, ça devenait un peu lourd. Mais là, c'est vraiment une question de jauge personnelle. Je suis assez touchy sur l'humour. Mais ça reste une excellente lecture, et surtout je pense pour pouvoir aborder le sujet de la romance et de la dark romance. C'est vraiment vraiment pertinent, et c'est peut-être l'un des rares romans qui interroge le sujet, qui reprend tous les éléments de questionnement et de réflexion sous une forme romancée qui du coup est très accessible. 5 étoiles, Sirène debout de Nina McLaughlin, pareil j'en ai déjà parlé, réécriture des métamorphoses d'Ovide sous un prisme féminin de female rage incroyable. Plein de textes courts, plus ou moins courts, qui abordent aussi bien le féminisme que la lutte des classes avec une plume hyper poétique. C'est beau, c'est cru, c'est violent, c'est la mythologie grecque, avec des figures qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler. Voilà, on sort un peu des Hadès et Perséphone, etc. Vraiment un énorme coup de cœur pour la plume, et pour voilà, mettre en avant des thèmes forts. Voilà, il y a certains textes vraiment difficiles émotionnellement parlant, mais quelle merveille. Le baiser de la demoiselle de Kate Foster, un genre complètement différent. On est sur un roman historique inspiré d'un fait divers réel qui nous embarque en Écosse. On sait déjà, voilà, Lord James a été assassiné. On pense par son amante et sa nièce par alliance, Lady Christiane. Et donc on va alterner les points de vue de Lady Christiane et Violette, une prostituée, pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. On découvre évidemment une histoire de passion, mais c'est aussi une histoire qui rappelle la position des femmes dans les sociétés patriarcales, notamment dans les siècles précédents. Le fait que, voilà, on va pas forcément les croire, les pressions qui pèsent sur elles d'être mariées, de faire un bon mariage, le rapport à la sexualité, à l'intimité, la toute-puissance des hommes, évidemment, à cette époque-là. Et en fait, c'est vraiment très bien construit parce qu'il y a un suspense vraiment tenu jusqu'au bout de qu'est-ce qu'il s'est passé. Et en même temps, il y a quelque chose de très émotionnel, de très humain dans les relations des deux femmes, qui ne vont pas forcément se croiser tout de suite. Mais voilà, sur une femme bien née qui va découvrir la passion auprès d'un homme qui n'est pas pour elle, mais qui n'arrive pas à échapper à ça, et on comprend, il y a tout un contexte.
et Violette la prostituée qui a un franc-parler et un langage très cru mais que j'ai adoré parce qu'elle est très lucide aussi sur son monde, son univers, ses possibilités. Voilà, être une jeune fille isolée, pauvre, ne mène malheureusement pas souvent à grand chose d'autre que la prostitution, mais c'est mieux que de vivre dans la rue. Voilà, elle a vraiment une lucidité sur son monde et c'est très intéressant, très bien écrit, très addictif dans la construction. Franchement, je m'y attendais pas et ça a été vraiment une super découverte. Les carnets de l'apothicaire, le tome 7 en light novel, je vais aller très vite dessus puisque on est sur une suite de sagas. J'aime toujours autant la fin du tome 7, il se passe des trucs de zinzin. Je l'ai lu quasiment en même temps qu'une amie et on était choqués de ce qui se passe dans les derniers chapitres. Mais bref, j'aime toujours autant les personnages, l'intrigue, c'est drôle, c'est touchant, il se passe plein de choses. Bref, on adore. Book Lovers d'Emily Henry, la queen aussi de la romance qui revient avec un nouveau roman qui va suivre Nora et Charlie, un duo que j'ai adoré. Leurs joutes verbales sont excellentes, j'ai ri. Mais évidemment, avec Emily Henry, ce n'est jamais que ça. C'est surtout l'histoire d'une femme de la citadine avec un grand C qui est drivée par son travail, mais surtout par la sensation de sécurité que ça lui apporte, par le fait qu'elle a tiré un trait sur ses rêves d'enfance pour être raisonnable, pour être celle sur qui on peut compter, notamment envers sa sœur. Et le jour où justement cette sœur enceinte jusqu'aux yeux lui dit partons un mois à Sunshine Falls, un petit bled des paumés des États-Unis, et remplissons plein de challenges et de cases pour me faire plaisir, elle ne peut pas lui résister. Elles qui ont perdu leur mère assez jeune. Et évidemment là-bas, elle va rencontrer donc Charlie, un éditeur qu'elle a déjà rencontré mais avec qui ça s'était pas forcément très bien passé. Et ils vont se rapprocher, se découvrir. Comme d'habitude, voilà, la romance est tellement drôle et touchante et spicy en même temps, enfin c'est juste génial. Mais le personnage de Nora vient apporter une profondeur dans sa relation avec sa sœur, la relation avec sa mère décédée, évidemment le traumatisme et le deuil qu'elle a dû traverser, les peurs très humaines qu'elle possède et dans lesquelles on peut se retrouver. Et toujours cette écriture qui est quand même très belle, il y a des passages géniaux, enfin voilà. Emily Henry, c'est juste jamais une déception et elle le confirme encore une fois. Une lecture qui est vraiment quasi ex-aequo avec le coup de cœur du mois, Blood over Brighthaven de M.L. Wang. Une merveille de fantasy Dark Academia, bien engagée, bien politique comme on aime. On va suivre Fiona qui va devenir la première femme de l'histoire à devenir hommage. Donc hommage, on le devine, donc c'est une société bien patriarcale et qui fonctionne sur un système de magie d'incantographie. Donc voilà, une sorte de machine à écrire où en fait on cartographie les sources d'énergie magique pour pouvoir lancer nos sorts. Donc voilà, le système magique est super intéressant et en fait elle va découvrir, on va dire, le prix réel de cette magie et la question va être, sera-t-elle prête à le payer? Et évidemment à travers ce système-là, c'est toute une critique vraiment des violences systémiques liées à une société patriarcale et coloniale, puisqu'il y a aussi les Tyrannés, donc la ville de Tyrane. Les Tyrannés sont en gros les gens bien, les blancs, qui méritent tout et le progrès et la science et qui vivent dans la lumière de Dieu. Tout le rapport à la connaissance, au savoir et à la religion est hyper intéressant. Et donc Fiona fait partie des Tyrannés, mais ils exploitent, on peut le dire, les Quen, donc une sorte de peuplade considérée comme des sauvages arriérés qui ont refusé la lumière de Dieu et qui donc méritent leur sort, disons-le. Ça rappelle quelque peu l'histoire universelle. Bref, c'est hyper intelligent, révoltant évidemment, beaucoup de colère. Le prologue est d'une intensité émotionnelle dingue, j'ai su que j'allais aimer dès le prologue. La fin est parfaite selon moi parce qu'elle est cohérente avec l'univers. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment d'avoir le point de vue de Fiona en tant que femme qui, alors même si elle souffre du côté patriarcal, fait quand même partie d'un système dominant colonial et donc répète une forme de racisme, etc. Et qui va être vraiment mise face à ses propres manières de penser, et c'est même plus des défauts, mais en tout cas ses biais de pensée, et c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment intelligent, et la plume reste hyper accessible, franchement ça se dévore, il y a plein de rebondissements, plein d'aventures. Enfin voilà, franchement c'est une merveille, je pense que ça... Enfin c'est pas je pense, je sais que ça va faire partie de mon top 10 de mes lectures 2026, tellement c'était génial. Donc voilà, quand on aime la fantasy Dark Academia, les choses bien engagées, avec un vrai propos, et un système magique original, des personnages gris et complexes, c'est un roman à lire. Et du coup, mon coup de cœur, après moult délibérations avec moi-même, Un monde indien est un indien mort, de Stephen Graham Jones, donc un auteur amérindien qui met en scène 4 amis Blackfeet qui, un soir d'hiver, ont tué un troupeau de caribous, et notamment une femelle.
Et on les retrouve 10 ans après cette soirée d'hiver. On ne sait pas vraiment exactement ce qui s'est passé, on le découvrira au fur et à mesure du texte. Ils sont plus ou moins encore amis, mais en tout cas ils ont chacun fait leur vie. Mais ils sont poursuivis, maudits, harcelés par des hallucinations qui les mènent jusqu'à la folie. Donc on est sur un bon roman horrifique, mais surtout aussi une critique sociale des conditions de vie des Amérindiens aux États-Unis, la pauvreté, la drogue, l'alcool, le racisme évidemment, et tout ça. Et donc c'est vraiment bien entremêlé en fait l'aspect fantastique horrifique de cette malédiction qui va les rendre fous, et en même temps leur propre culture et leur manière de vivre dans un monde qui les rejette. L'écriture est incroyable, il y a des scènes vraiment... on repose le livre, c'est visuel mais c'est très bien fait, et surtout les scènes d'horreur sont vraiment originales à mon sens en tout cas. On change un peu du côté maison hantée, tout ça qu'on a un peu l'habitude de voir. Je trouve que là c'est vraiment très très original et se base notamment sur une forme de culture amérindienne, pareil, qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître en France. Donc j'ai tout aimé, vraiment. Pareil, je l'ai dévoré, c'était impossible de le reposer, sauf les petits moments où il fallait reprendre sa respiration. Une vraie merveille d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, et dans une maison d'édition vers laquelle je ne serais pas allée forcément quand je cherche de l'horreur, puisque c'est sorti chez Rivage. Mais franchement, sortez plus de romans comme ça, c'est juste génial. C'est de la vraie horreur contemporaine avec des vrais sujets de société. Et c'est tout ce qu'on aime. Bien sûr que parfois c'est violent, mais ce n'est jamais gratuit. Il y a une raison derrière tout ça. Voilà, franchement, j'ai juste adoré. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer l'horreur, mais si on aime, je trouve que c'est une proposition vraiment intéressante et originale. C'est tout pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal. S'il y a des livres que tu as aimés, que tu as envie de lire, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'essaye toujours d'y répondre, et ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!